BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Yannick Bolloré. Il est le président du conseil de surveillance de Vivendi. Il est président directeur général d'Havas. Bonsoir Yannick Bolloré. Bonsoir Edwige Chevrillon. Beaucoup de questions à voir avec vous, des questions un peu polémiques. On a envie de connaître vos réponses, bien sûr. Et puis, il y a des questions de fond, notamment sur les résultats que vous avez publiés, c'était jeudi dernier, pour le groupe Vivendi. Très bon résultat aussi pour Havas. Pour Canal+, qui est vraiment aussi en train de changer complètement de dimension. On parlera de ses ambitions internationales avec MultiChoice. Et puis, il y a ce fameux projet de scission qui laisse dubitatif un peu les marchés qui se disent, mais finalement, on a très peu de précision. Donc, j'espère que vous allez pouvoir nous en donner. D'abord, 2-3 questions, parce que c'est vrai que chaque jour, il se passe quelque chose autour de Bolloré, notamment des médias Bolloré. La vente de Paris Match, est-ce que c'est une vente très politique? Pourquoi vous avez vendu Gala si c'était ensuite pour vendre Paris Match? Parce que c'est un peu idiot. Gala est une pipite incroyable, avec un présence sur le net formidable. Pourquoi ? Alors d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je me permets de revenir sur les résultats 2023 de Vivendi que vous avez commentés, qui sont très bons. Oui. Ah non, mais ça, on va y revenir, ça, vous inquiétez pas. Après, on commence d'abord un peu par les polémiques, la polémique du jour. Enfin, pas la polémique, mais les questions du jour, interrogation. Non, il n'y a pas du tout de polémique. Et merci de poser la question. Non, le groupe Vivendi est devenu l'actionnaire majoritaire du groupe Lagardère il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et dans notre discussion avec la Commission européenne, on nous a demandé de vendre Gala. D'accord, ok, parce qu'il y avait Paris Match. Et Gala et parce qu'il y avait Paris Match. Voilà, mais Paris Match était propriété du groupe Lagardère, Gala était propriété du groupe Vivendi à travers. Ça ne nous avait pas échappé. Donc pouvoir faire l'opération dans les délais qu'on voulait soit le plus court possible. Je vous dis le plus court possible, c'est quand même une opération qui a duré plus de 2 ans entre le moment où on a déposé notre dossier et où on a eu l'autorisation. On a dû céder Gala. Et donc là, vous cédez Paris Match, c'est une manière de vous réconcilier avec Bernard Arnault, et notamment qu'il apporte peut-être ses actions, justement, puisqu'il détient 7 à 8% du groupe Lagardère. Voilà, alors le groupe Paris Match fait partie du groupe Lagardère. C'est une décision qui a été prise par Arnaud Lagardère suite à une offre qu'il a reçue du groupe LVMH. Oui, vous savez, on suit le dossier très très bien. Il n'y a pas du tout besoin de se réconcilier, parce que pour se réconcilier, il aurait fallu que certains des protagonistes que vous décrivez auraient été fâchés, ce qui n'a jamais été le cas, puisque les relations entre Arnaud Lagardère et sa famille, la famille Arnaud, la famille Bolloré ont toujours été excellents. Donc, moi, c'est drôle parce que je garde un souvenir quand même de l'assaut de la Lagardère par votre famille, par Vincent Bolloré et sans doute par vous-même. C'était pas forcément très friendly en l'occurrence. Non, si, il y a toujours eu des relations emplies de respect mutuel et d'amitié. Oui, ça, bon, on vous croit pas beaucoup. Pourquoi est-ce que Paris Match, en fait, on dit que c'est papier de ce matin, les informations de BFM Business, c'est Mathieu Pechberti, en fait, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est un peu opposé, qui est membre du conseil d'administration chez Lagardère, et qui s'est opposé à la vente de Paris Match. Et du coup, vous l'avez acheté 130 millions, alors qu'avant, la valeur de Paris Match était plus autour de 50. Alors, je ne veux pas du tout contredire vos journalistes, qui sont excellents, mais en l'occurrence, le projet a été présenté au conseil d'administration du groupe Lagardère, dont je fais partie, donc j'en témoigne en tant que témoin de premier plan. Nicolas Sarkozy, comme l'ensemble du conseil d'administration, était unanime pour entrer en négociation exclusive avec le groupe LVMH pour la cession de Paris Match. Et la vente, le prix de cession finalement est de... Il n'a pas été communiqué. Oui, d'accord. Et ça va être effectif quand ? Alors là, les discussions vont commencer. Il faudra saisir les IRP, faire le processus, quelques mois. Juste encore 2 points sur la télévision, parce que je crois que c'est mercredi que votre père est auditionné devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences TNT. J'ai envie de dire, pourquoi c'est pas vous ? Alors écoutez, la commission est souveraine dans qui elle choisit d'inviter. Oui. Et est-ce que pour vous, vous êtes candidat à l'ensemble, si on en croit le patron de Canal+, qui a déjà été, Maxime Sada, qui a déjà été auditionné, vous êtes candidat sur l'ensemble de vos fréquences TNT ? Alors j'en profite pour féliciter Maxime et l'ensemble de ses collègues qui ont participé aux auditions, que j'ai regardées. Je les ai trouvés tous très professionnels, très bons, très calmes, très souriants. Et le groupe Canal+, oui, évidemment, a indiqué vouloir renouveler, en tout cas candidater au renouvellement de l'ensemble de ces fréquences TNT. Oui, en même temps, on voit bien notamment, c'est Cyril Hanouna, ça va être sportif, lui qui est auditionné le lendemain. Oui, jeudi. Le jeudi. Est-ce que justement, Maxime Sada a dit qu'il y a un risque assumé autour de Cyril Hanouna. Est-ce que le risque, il y a un risque Hanouna d'abord, Yannick Bolloré, et est-ce que vous assumez ce risque ? Alors ça tombe bien, parce que j'ai regardé l'audition, donc ce qu'a dit Maxime Sada, c'est que la magie de Direct 8, qui s'appelait Direct 8, qui s'appelle C8 aujourd'hui, c'est que c'est une chaîne en direct, où tout
tout peut arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que cette fréquence était attribuée au groupe Bolloré. Il y a pas mal de dérapages, parce que ça vous a même coûté cher. Il y a eu des dérapages, mais sur l'ensemble des heures de direct qui sont produits chaque jour et chaque mois, chaque année, il y a eu quelques dérapages qu'on assume, que le groupe Canal+ assume, mais Direct 8, C8 aujourd'hui, reste un formidable espace de liberté. Donc, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un risque, Hanouna, que vous assumez? Il n'y a pas de risque. Il y a un risque à faire des émissions en direct. Comme il y a un risque en ce moment à faire une émission en direct, où il peut y avoir un dérapage, peut-être pas de vous ou moi, mais de la part d'un de vos invités, un jour, ça peut arriver. C'est le risque du direct. Mais si, déraper, je vous en prie, Yannick Bolloré, parce que là, on vous sent quand même extrêmement prudent par rapport à ces dossiers. Par rapport à ces dossiers. Alors, je ne sais pas, le fait de l'éviction d'Isabelle Saporta à la tête de Fayard. Fayard appartenait donc appartient au groupe Lagardère, qui maintenant est dans le périmètre, dans votre périmètre, Vivendi, parce que c'est Lise Beul, qui est celle l'éditrice, notamment de Éric Zemmour, et d'autres, on dit aussi de Bardella. On vous lui avait confié la maison d'édition Mazarine avec le label Fayard. Hors de question pour Isabelle Saporta. C'est une reprise en main d'une des plus vieilles maisons d'édition françaises. Alors j'espère qu'on y viendra un moment au résultat du lundi. On y arrive, vous inquiétez pas, on a beaucoup de temps. C'est l'avantage de la grande interview. Voilà, et ce qui concerne les décisions du groupe Lagardère managériales chez Hachette, il faut évidemment demander à Arnaud Lagardère ou à Stéphanie Ferrand, pardon. C'est un peu facile ça, non, Yannick Bolloré, c'est un peu facile. Ah non, les décisions sont prises par Arnaud Lagardère. Je vous ai toujours dit sur ce plateau depuis 3 ans, et je n'ai pas varié, qu'il avait toute notre confiance. Et le fait qu'il y ait quasiment une polémique par jour autour du nom Bolloré, est-ce que ça, vous qui êtes considéré comme le good boy dans la fratrie, ou dans le groupe Bolloré, dans la famille Bolloré, ça vous perturbe pas, ça vous agace pas? Vous savez, le groupe Bolloré est un groupe très actif, qui se développe beaucoup, qui se transforme beaucoup, d'ailleurs qui se réinvente beaucoup, qui fait preuve d'une grande agilité. Et je pense que c'est le lot de tous ceux qui entreprennent, qui avancent, qui font des choses peut-être de temps en temps. Il y a un acharnement contre les Bolloré? Alors moi, je ne veux pas parler d'acharnement contre quiconque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le groupe se développe, le groupe se réinvente. Et si vous me permettez de parler des résultats du groupe, qui sont excellents. D'accord, mais enfin, ça ne vous empêche pas. Vous dirigez quand même un très grand groupe. Donc on n'est pas, vous n'êtes pas que directeur financier, j'ai envie de dire. Alors ces résultats 2023, et pour cause, vous en êtes très fiers, puisque l'année dernière, vous étiez en perte, et que là, vous avez franchi le cap des 10 milliards de résultats, de chiffre d'affaires, grâce à l'intégration de Lagardère au 1er décembre 2023. Et puis, vous êtes passé dans le vert. Oui, alors la perte, en réalité, c'était une perte un peu technique, parce qu'on avait provisionné énormément d'argent sur la déconsolidation de Telecom Italia. Mais les résultats aujourd'hui, cette année qu'on a publié jeudi dernier, sont extrêmement positifs, à la fois en termes de chiffre d'affaires, en termes de profitabilité. Et quand on regarde nos 3 principaux métiers, qui sont Canal+, Havas et maintenant le groupe Lagardère, qu'on consolide depuis le 1er décembre, on est extrêmement satisfait de la performance opérationnelle de ces 3 métiers. Oui, alors on va revenir sur les uns sur les autres, parce que là, on reste un peu à la surface des choses. Si l'on regarde ce qui se passe du côté de Canal+, ce qui est intéressant, c'est Canal+, et vraiment, il y a des ambitions très internationales de Canal, puisqu'il a lancé une opération une offre sur MultiChoice, un opérateur sud-africain. Vous avez relevé votre offre. Vous pouvez monter jusqu'à quand et comment vous financez cette offre sur Canal+? Alors le groupe Canal+, il faut bien comprendre, c'est un groupe leader en pay TV en Europe, dans une partie d'Asie et en Afrique francophone, qui compte 26,5 millions d'abonnés, les 2 tiers en dehors de la France. L'enjeu pour Canal+, c'est d'agrandir sa base d'abonnés, pour à la fois bénéficier de synergies, mais également pouvoir produire des contenus pour un plus grand nombre d'abonnés, pour pouvoir concurrencer ou rivaliser des Netflix, Disney+, HBO. MultiChoice, c'est un groupe, vous l'avez dit, sud-africain, qui rayonne et qui est présent dans toute l'Afrique anglophone et lusophone. C'est quasiment une complémentarité géographique parfaite entre Canal+ et MultiChoice, et on pense qu'il y aura énormément de bonnes choses pour nos 2 groupes et l'ensemble des parties prenantes à nous rapprocher. Et donc le groupe Canal+ a formulé une offre publique d'achat qui a été rejetée et qui est là, qui est d'une deuxième offre. Rejetée, qui a été réévaluée à la hausse et qui a été acceptée par le board. En tout cas, qui a la bénédiction du board. Donc on doit la soumettre officiellement dans les 3 semaines qui viennent, avant le 8 avril. Ensuite, il y aura une période antitrust dans certains pays concernés, évidemment un volet social, et on espère pouvoir boucler cette opération très transformative pour le groupe Canal+. Et comment allez-vous financer? Est-ce que ça se financera justement par un échange de titres avec Canal? Comment ça va se financer? Non, ce qu'on va déposer va être 100% en cash, financé par Canal+. D'accord. 2,7 milliards, ça fait quand même beaucoup. Alors une grosse partie a déjà été achetée. Après, on n'est pas certain que 100% du flottant restant apportent leur titre à Canal+. D'ailleurs, c'est sûr que non, puisqu'une partie restera pour des raisons réglementaires, et Canal+ a largement les moyens
se développer. Et quand vous regardez la projection des comptes combinés entre Canal+ et MultiChoice, vous verrez que ce serait un mouvement, s'il se réalisait, qui serait extrêmement transformatif pour les deux groupes. Oui, déjà parce que donc là, il y a quand même 2,7 milliards, un peu moins, vous venez de le préciser. Est-ce que vous avez aussi augmenté la participation de 30% dans le hongkongais Viu? Donc, aujourd'hui, Canal+ fait essentiellement son chiffre d'affaires en France, mais on sent bien que là, il y a une dimension internationale très forte, dimension anglo-saxonne. Ouais, c'est vraiment l'enjeu de Canal+, c'est clairement son développement à l'international. Okay. Canal+ a très bien réussi sa transformation digitale. Si vous regardez la façon dont les gens consomment Canal+, c'est à la fois toujours en linéaire, qui reste la majorité du temps de consommation, mais vous pouvez également regarder les programmes en replay sur Internet ou sur une plateforme, et même d'ailleurs via une télévision connectée. L'enjeu pour Canal+, c'est comment conquérir plus d'abonnés à l'international, encore une fois, pour rivaliser avec ses concurrents. Et ses concurrents, c'est pas le service public, c'est pas M6, c'est pas TF1, c'est Netflix, Disney+, etc. Est-ce qu'un jour, ça fait longtemps que ça traîne ce dossier, mais un rapprochement avec Sky, ça vous paraîtrait assez logique dans ce développement international? Alors Sky s'est rapproché lui de Comcast, donc d'un autre acteur il y a quelques années maintenant, il n'y a pas de discussion en cours. Là, l'enjeu pour nous, c'est ce rapprochement avec MultiChoice, vraiment l'enjeu qui mobilise toutes les équipes de Canal+, et également des prises de participation, une avec un pass-to-control, c'est-à-dire qui pourrait nous permettre de devenir majoritaire en Asie du Sud-Est avec le hongkongais Viu, et une prise de participation opportunistique dans le Canal+ nordique qui s'appelle Viaplay. Yannick Bolloré, on va parler de ce projet de scission, et juste un mot quand même sur Havas, et puis puisque dans ce projet de scission, l'idée c'est d'avoir 4 filiales qui soient cotées. Canal+ dans ce développement anglo-saxon, aurait quoi comme logique? C'est d'être coté à Londres, d'être coté à Amsterdam? Ça serait quoi la logique? Alors c'est un enjeu très important, ce projet de scission. Peut-être vous expliquer pourquoi on fait cet enjeu de scission. Oui, non, mais juste sur la cotation, parce qu'on peut parler... Je vous explique. Oui. Nous, le sujet qu'on a, c'est que nos activités vont très bien. On a posté les résultats, vous les aviez vous-même qualifiés d'excellents. L'enjeu pour nous, c'est que le cours de bourse, aujourd'hui, ne reflète pas la valeur de nos actifs. Oui, une décote de holding. Exactement, une décote de holding de plus de 40%, estimée à 44% par les analystes. Donc c'est quand même 7 milliards d'euros de valeur qui est perdue. Et donc l'enjeu de ce projet de scission, c'est à la fois de réduire cette décote et de pouvoir redonner les moyens, l'agilité financière et humaine à l'ensemble de ces 4 entités que vous avez évoquées, de pouvoir se développer et conquérir des marchés à l'international. Et donc c'est le cas pour Canal+. Oui, c'est pour ça que du reste votre titre avait un tout petit peu chuté en bourse, parce que les analystes trouvent qu'il y a beaucoup de flou autour de ce projet. D'abord, sur le calendrier, on disait 12 à 18 mois. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus en fonction de vos assemblées générales, justement? Voilà. Le titre, si vous regardez le titre sur les 6 derniers mois, j'ai regardé avant de venir, il gagne 21,55%. Donc le titre, un peu plus. Enfin, voilà. Le titre Vivendi surperforme le CAC sur les dernières semaines. Le projet a été très bien accueilli. Après, on ne peut pas parler de flou, je vous trouve un peu dur. Ce qui est certain, c'est que c'est un projet très transformatif, qui nécessite beaucoup d'études, d'un point de vue social d'abord, donc RH, d'un point de vue légal, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue corporate. Et donc avec des cotations dans différentes bourses. Et voilà, il faut réfléchir aux bons endroits de cotation également, puisque lorsque vous faites une scission, vous pouvez réfléchir au lieu de cotation des nouvelles entités qui seront cotées. Donc il y a tous ces aspects qui doivent rentrer en compte pour que lorsqu'on se mettra ce projet à nos IRP puis au vote de nos actionnaires, on ait le projet le plus optimisé possible. Ok, ça sera à l'AG 2025. Écoutez, 12 à 18 mois, ça nous emmène entre fin décembre au plus tôt ou premier semestre 2025. Donc c'est vrai qu'on a une AG 2025 prévue en avril, ça pourrait être une occasion, mais on n'a pas encore spécifié de date précise à ce stade. Mais c'est l'occasion de spécifier justement. Et ça, donc cotation plutôt Londres ou plutôt Amsterdam? Alors pour l'ensemble des entités, on peut réfléchir à des cotations différentes, sauf pour Vivendi qui restera, ce qu'on appelle Vivendi Remain, qui va se transformer en société d'investissement, une société d'investissement assez premium, qui détiendra des participations dans Universal Music, dans FLE, 10%. dans Prisa. Oui, mais 10% d'Universal Music, ça vaut plus de 5 milliards d'euros aujourd'hui. Donc ça reste des participations importantes et précieuses. Et à part cette société qui restera à côté à Paris sur Euronext, là où elle est, tout est ouvert. Et tout doit être étudié à ce stade. Juste 2 points, il nous reste 3 minutes. Lagardère restera cotée, sachant que votre participation sera dans une des sociétés cotées. Voilà. Là, ça devient un peu compliqué, non? Voilà, non, c'est assez simple. Donc on s'est engagé à laisser Lagardère cotée. Donc Lagardère restera cotée là où elle est. Et on veut créer une société, disons, Publishing Co. en nom de code, qui regroupera à la fois les 60% qu'on détient dans Lagardère et 100% de Prisma Group, qui sera vraiment une société qui aura vocation à développer cette activité
édition, presse et commerce en zone de transport. C'est le nom français du travel retail. Et votre participation dans Prisa ? Et dans une participation très minoritaire à ce stade, qui resterait, en tout cas dans le projet tel qu'on l'étudie actuellement, qui reste encore en étude de faisabilité, elle resterait dans le projet qu'on étudie chez Vivendi SE Remain. D'accord. Et quand vous dites à ce stade, c'est qu'il y a une volonté éventuellement de monter dans Prisa, au capital de Prisa ? Non, c'est pas du tout. D'accord, non, mais c'est parce que vous dites à ce stade. Pardon, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé, c'est dans l'état de l'étude actuelle. Ah, voilà, puisqu'on est justement dans les acquisitions, dans les projets, et puis une croissance quand même qui a beaucoup soutenu Havas dans un marché qui est plutôt marché publicitaire, qui est plutôt bon. Oui, le marché publicitaire a été plutôt correct en 2023. Ce qu'on observe cette année, contrairement aux autres années, c'est des écarts de croissance entre les différents groupes de communication. Vous voyez Havas et Publicis qui occupent les 2 premières places du podium, suivi derrière par Omnicom, et par contre un décrochage des autres grands acteurs de la communication, mais Havas avec un plus 4,4% en organique, signe une année 2023 remarquable. C'est-à-dire une année record à la fois en termes de chiffre d'affaires et en résultats, donc un grand satisfecit. Et ce que vous ne voyez pas dans les résultats qu'on publie, mais je vous le dis parce que vous m'invitez, c'est que le taux de satisfaction client et le taux d'engagement des équipes d'Havas à travers le monde qu'on mesure n'a jamais été aussi élevé. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est puisque vous avez fait, je crois, 10 acquisitions là en 2023, vous voyez, j'ai bien étudié mes dossiers. Maintenant, sur 2024, vous disiez qu'il y en a 2 dans le top. Dans le top 5, mais il y en a 2 qui sont devant, c'est Publicis et Havas. Il y en a un qui est vraiment en chute libre, c'est WPP. Ça, c'est très décoté. Ça pourrait vous intéresser ou c'est trop gros pour vous, puisque en soi, c'est le géant mondial de la publicité? Oui, alors c'est un peu compliqué de répondre à votre question. D'une manière générale, moi, j'aime pas répondre à des questions de ce type, surtout quand il s'agit de sociétés cotées. À ce stade, ce que je peux vous dire, c'est qu'Havas va très bien, se développe très bien. Oui, mais vous ne dites pas non. J'observe que vous ne dites pas non d'avoir une grosse acquisition structurante, pour reprendre votre expression. Non, mais d'une manière générale, je ne commande pas les rumeurs, parce que vous savez, on nous prête beaucoup de... Oui, interpublic aussi, si vous voulez. Beaucoup d'intentions, et je ne peux pas commenter les intentions qu'on nous prête sur des sociétés cotées pour des raisons évidentes. Non, mais juste une taille d'acquisition. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez envisager, d'avoir une acquisition majeure pour Havas. Ce qu'il faut regarder... c'est l'évolution du marché de la publicité et comment Havas est capable de surperformer ce marché de la publicité. Voilà. Si vous regardez les 2, 3, 4, 10 dernières années, Havas a réussi régulièrement à surperformer ce marché. Donc je pense que la taille d'Havas aujourd'hui est un avantage, surtout qu'avec l'intelligence artificielle, notre monde de la communication est en train d'être bouleversé. Et donc je pense que c'est important de garder cette agilité.